Il voulait divorcer de moi à cause de l'héritage. La lettre s'est arrivée un mardi pluvieux. Une enveloppe épaisse, rigide, avec un cachet notarial que je n'ai pas reconnu. Elle était adressée à moi seule, Sophie Moreau, à notre domicile. Marc était au travail. J'ai hésité un instant, le cœur serré par une appréhension diffuse. Les mauvaises nouvelles arrivent souvent dans des enveloppes officielles, n'est-ce que pas? J'ai ouvert. Les termes juridiques ont dansé devant mes yeux, puis les noms. Tante Agnès, le notaire, maître Dubois, et enfin, le mot qui a fait basculer mon monde, héritage. Tante Agnès était une figure lointaine, presque mythique dans notre famille. Une sœur de mon grand-père, partie vivre à l'étranger il y a des décennies, menant une vie discrète, dont on savait peu, sinon qu'elle n'avait ni mari ni enfant, et qu'elle avait accumulé une certaine fortune grâce à des investissements judicieux et une frugalité légendaire. Je l'avais vue une fois, enfant, une femme sévère, aux yeux pétillants. Nous n'avions eu aucun contact depuis. La lettre expliquait en termes clairs et concis que tante Agnès était décédée 6 mois auparavant et qu'en l'absence d'héritier plus proche ou de legs spécifique, j'étais sa légataire universelle. Mon souffle s'est coupé. La certaine fortune mentionnée dans la famille s'avérait être un patrimoine colossal, des immeubles, des portefeuilles d'actions, des œuvres d'art, une somme que je n'aurais jamais osé imaginer en une seule vie. Quand Marc est rentré, je l'attendais assise sur le canapé, la lettre froissée dans la main. Il a vu mon visage pâle, l'enveloppe sur la table basse. Qu'est-ce qui se passe? Sophie? Mauvaises nouvelles? Sa voix était douce, concernée. Je lui ai tendu la lettre, incapable de parler. Il a lu d'abord avec curiosité, puis avec une surprise croissante, enfin avec une avidité manifeste qui a éteint la douceur dans son regard. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de l'inexprimable. Puis, un large sourire a fendu son visage. « Sophie, mon Dieu, c'est incroyable. Tu réalises? Nous sommes riches. Je ne sais pas quoi dire, Marc. Tante Agnès, pourquoi moi? Peu importe pourquoi. C'est arrivé. C'est à nous. » Le « à nous » a résonné bizarrement. Certes, nous étions mariés depuis 10 ans. Nos finances étaient communes en théorie, mais l'héritage était nominalement le mien. Je n'y avais pas encore réfléchi en termes de partage, seulement en termes de la nouvelle réalité vertigineuse qu'il représentait. Marc, lui, semblait déjà avoir fait les calculs. Les jours suivants ont été un tourbillon d'appels au notaire, de documents à signer, de rencontres avec des conseillers en gestion de patrimoine. Marc était dans son élément. Il parlait de projets, d'investissements, de la nouvelle voiture qu'il allait acheter, de la maison que nous pourrions enfin avoir. Son enthousiasme était contagieux, et pendant un temps, je me suis laissé porter par cette euphorie partagée. Après tout, c'était une chance extraordinaire, et la partager avec l'homme que j'aimais semblait naturel. Mais quelque chose clochait. Marc devenait obsessionnel. Il ne parlait plus que de l'argent, des millions qui allaient arriver, de la manière dont il allait gérer notre fortune. Mes propres pensées sur ce que j'aurais pu faire, soutenir des œuvres caritatives qui m'étaient en chair, assurer l'avenir de mes parents vieillissants, peut-être même simplement prendre le temps de respirer et de voyager un peu, étaient balayées par son flot d'idées grandioses et souvent risquées. Il ne me demandait pas mon avis, il m'informait de ses décisions. J'ai parlé à ce conseiller, il pense que l'immobilier commercial est la meilleure piste. On va placer tant là-dedans. Marc, attends, on devrait peut-être prendre notre temps, réfléchir ensemble. Réfléchir à quoi? L'argent d'or, il faut le faire travailler.
J'ai l'instinct des affaires, tu le sais bien. Laisse-moi m'en occuper. L'instinct des affaires de Mark s'était toujours limité à des petits succès suivis de revers. Rien de dramatique, mais jamais la réussite stable qu'il semblait fantasmer. Je commençais à m'inquiéter. L'argent, loin de nous rapprocher, semblait creuser un fossé. Il voyait l'héritage comme un outil de pouvoir, une validation de son ambition, tandis que je le voyais comme une responsabilité écrasante et une opportunité d'aider et de sécuriser, pas de spéculer. La tension est à se monter crescendo. Mark passait des heures au téléphone, son humeur fluctuant au gré des conversations avec des banquiers et des courtiers. Il devenait impatient avec moi, irrité par mes questions, par mes doutes. Un soir, après un dîner silencieux, où il pianotait sur sa tablette en consultant des cours de bourse, j'ai osé aborder à nouveau mes inquiétudes. « Mark, je ne suis pas à l'aise avec la vitesse à laquelle tout cela se passe. Et je ne comprends pas toujours tes projets. C'est mon héritage. J'aimerais avoir mon mot à dire. » Il a levé les yeux, son visage fermé. « Ton héritage, c'est notre héritage, Sophie. Nous sommes mariés. Ou tu as l'intention de me laisser tomber maintenant que tu es riche? » La question m'a glacée. Comment peux-tu dire ça? Bien sûr que non. Alors laisse-moi gérer ça. Je suis l'homme de la maison. Je sais ce que je fais. Les jours suivants ont été un enfer. Mark est devenu distant, froid, parfois agressif. Il me faisait sentir coupable de mes réserves, insinuant que j'étais naïve, ingrate, ou que je ne lui faisais pas confiance. L'idée d'un avenir à deux, avec cette nouvelle fortune, s'évaporait, remplacée par un sentiment d'isolement et de peur. Il ne me parlait plus de nos projets, mais de mes stratégies. Et puis, il y a eu ce soir-là. Il était rentré tard, visiblement contrarié. Il a jeté ses clés sur la table et s'est servi un whisky, sans même me regarder. J'ai tenté d'engager la conversation. « Ça va, Mark? Quelque chose ne va pas? » Il a bu une longue gorgée, s'est tourné vers moi avec des yeux durs. « Rien ne va, Sophie. Rien ne va tant que cette situation n'est pas réglée. » « Quelle situation? L'héritage, notre mariage, c'est incompatible. » J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. « Incompatible? Qu'est-ce que tu veux dire? » Exactement ce que j'ai dit. Tu as hérité une fortune. C'est formidable pour toi. Mais pour nous, c'est un problème. Un gros problème. Un problème. Pourquoi? On a tout ce dont on a besoin maintenant, et même plus. Non, tu as tout ce dont tu as besoin. Moi, je n'ai rien. Légalement, cet argent est à toi, et tu ne me fais pas confiance pour le gérer. On ne s'entendra jamais là-dessus. Alors, il y a une solution. Il a marqué une pause, et le silence a semblé durer une éternité. J'ai regardé son visage attendant, terrifié. Il faut qu'on divorce. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru avoir mal entendu. Divorcer? Mark, mais pourquoi? À cause de l'argent? Précisément, à cause de l'héritage. C'est la seule manière équitable de régler ça. On divise, et chacun part de son côté avec sa part. Ce sera plus simple. Plus simple? Mettre fin à 10 ans de mariage, c'est plus simple pour toi? Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Tu veux divorcer pour prendre une partie de mon héritage? Son visage n'a montré aucune honte, juste une détermination froide. Ce n'est pas prendre, c'est récupérer ce qui me revient. 10 ans de ma vie, mon soutien. J'ai droit à ma part.
L'héritage a changé la donne, Sophie. Notre mariage n'a plus de sens dans ce contexte. Soit je gère tout, soit on met fin à ça, et je pars avec ce qui me revient de droit. Je l'ai regardé, cet homme avec qui j'avais partagé tant d'années, tant de rêves. Il n'y avait plus trace de l'amour que j'avais connu, seulement l'ombre hideuse de la cupidité. Il voulait divorcer de moi, à cause de l'héritage. Le monde s'est effondré autour de moi. La nuit a été longue et glaciale. Marc est resté dans son bureau, claquant des portes, visiblement agacé que je ne tombe pas instantanément d'accord avec son plan monstrueux. Moi, j'ai erré dans la maison, sous le choc, incapable de croire que l'homme que j'aimais le plus au monde puisse me proposer une chose pareille, avec une telle désinvolture, une telle froideur. Divorcer, pour de l'argent. L'idée me répugnait, me blessait au plus profond de mon âme. Mais au-delà de la douleur, une colère sourde commençait à monter. Le lendemain matin, il était parti avant que je ne me lève. Un post-it sur la table de la cuisine. J'ai rendez-vous avec un avocat. Je t'enverrai ses coordonnées. Moins on traîne, mieux c'est. Moins on traîne. Il parlait de la fin de notre mariage comme d'une simple transaction commerciale. Je n'ai pas pu travailler ce jour-là. J'ai appelé Claire, ma meilleure amie. Ses réactions sont passées de l'incrédulité à la fureur en écoutant mon récit. « Il est sérieux? Il fait ça? Mais c'est minable, Sophie. C'est de la pure cupidité. » Claire a toujours eu le don de nommer les choses crûment. Ne fais rien, ne signe rien. Trouve-toi un avocat, le tien, et un bon. Ces paroles m'ont donné la force dont j'avais besoin. J'ai consulté l'annuaire et fait des recherches en ligne. J'avais besoin de quelqu'un qui connaisse les subtilités des successions et des divorces patrimoniaux. J'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire de tante Agnès. Il m'avait semblé posé et honnête lors de nos précédentes conversations. Maître Dubois m'a reçu dans son bureau feutré. J'ai exposé la situation, la voix tremblante d'émotion. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, son visage exprimant une compassion discrète. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. « Madame Moreau, c'est malheureusement un scénario que nous rencontrons parfois. L'argent révèle les gens. Votre mari, semble-t-il, révèle sa nature profonde sous cette nouvelle pression. Que puis-je faire, maître? Il veut ma fortune. Il veut que je divorce pour en obtenir une partie. Vous avez raison de ne rien signer pour l'instant et de ne pas accepter l'avocat qu'il vous proposerait. Il faut défendre vos intérêts. Votre héritage est un bien propre, acquis pendant le mariage, mais qui vous revient personnellement en vertu du droit des successions. Cependant, dans le cadre d'un divorce, il peut y avoir des revendications sur les biens acquis durant le mariage, y compris des fonds qui auraient été investis ou mélangés. Et un conjoint peut prétendre à une prestation compensatoire, dont le montant peut être influencé par le patrimoine de l'autre. Il m'a expliqué les différentes options légales, les stratégies possibles. La première chose à faire est de mettre tous les biens sous séquestre, ou du moins de geler les comptes liés à l'héritage, pour éviter toute dissipation par votre mari. Ensuite, il faudra documenter méticuleusement tout ce qui concerne cet argent, et peut-être enquêter un peu sur votre mari, ses finances, ses projets, ses relations. Savait-il quelque chose sur cet héritage avant le décès de votre tante? Y a-t-il des dettes cachées, des raisons pour lesquelles il a désespérément besoin de cet argent? L'idée d'enquêter sur Marc me répugnait. C'était comme admettre que l'homme que j'avais épousé était un étranger, un potentiel adversaire. Mais Maître Dubois avait raison. Sa transformation était trop radicale, trop rapide. J'ai donc commencé, discrètement, au début. J'ai fouillé dans ses papiers, dans son ordinateur.
J'ai trouvé des relevés de compte que je ne connaissais pas, montrant des mouvements importants, des prêts contractés récemment. J'ai découvert des emails échangés avec des contacts louches, parlant de coûts financiers qui n'avaient jamais abouti. Marc était englué dans des dettes que je n'avais jamais soupçonnées. Il avait besoin de l'héritage, non pas pour investir, mais pour se renflouer. J'ai aussi trouvé des courriers avec un certain Monsieur Bernard. Les dates remontaient à plusieurs mois, avant le décès de tante Agnès. Monsieur Bernard semblait être un ami ou un associé qui avait des informations sur la fortune d'Agnès et sa potentielle succession. Il était question de surveiller la situation, de se tenir prêt. Marc semblait tôt avoir été au courant qu'il y avait une possibilité que l'héritage me revienne. La nausée m'a prise. Il ne s'agissait pas d'une réaction spontanée à la vue d'une fortune inattendue. C'était un plan. Il avait peut-être même épousé ou été marié pour l'argent depuis le début. Non, c'était trop horrible à envisager. Notre relation avait semblé sincère, mais peut-être la graine de la cupidité avait-elle toujours été là, dormant, attendant l'occasion de germer. L'héritage avait été l'engrais. J'ai engagé un détective privé sur les conseils de Maître Dubois. C'était un pas difficile à franchir, mais je sentais que ma sécurité financière, et peut-être même ma sécurité tout court, était en jeu. Le détective, un homme discret et efficace nommé Monsieur Martin, a confirmé mes découvertes et est allé plus loin. Marc avait accumulé des dettes importantes, liées à des investissements désastreux et à un train de vie supérieur à ses moyens. Il était sous pression de la part de créanciers. L'héritage n'était pas un bonus pour lui, c'était une bouée de sauvetage. Et le divorce, le moyen le plus rapide d'y accéder, en réclamant une part substantielle. Monsieur Martin a également trouvé des traces de l'existence d'une autre femme, pas une maîtresse à proprement parler, mais une personne avec qui Marc entretenait une relation basée sur des projets financiers et à qui il avait fait miroiter sa future part de l'héritage, une sorte de complice ou de futur associé dans ses affaires douteuses. Le niveau de sa trahison était encore plus profond que je ne l'imaginais. Il ne voulait pas juste l'argent pour lui, il voulait l'argent pour poursuivre sa vie de combine, potentiellement avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Marc continuait à vivre à la maison, mais l'atmosphère était irrespirable. Il était tendu sur ses gardes. Il me harcelait au sujet de son avocat, me demandant pourquoi je n'avais pas pris rendez-vous, me menaçant de prendre des mesures si je continuais à bloquer la situation. Je ne lui disais rien de mes démarches. Je jouais la femme blessée et confuse, ce qui, en partie, était vrai. Mais sous la surface, je préparais ma défense. Je collectais les preuves. Je travaillais avec Maître Dubois et Monsieur Martin. Un matin, Marc m'a dit qu'il avait pris rendez-vous pour nous deux avec un médiateur, histoire de discuter des termes calmement. Il pensait pouvoir me manipuler pour que j'accepte ses conditions, sans avocat. C'était le moment. Je devais lui montrer que j'avais vu clair dans son jeu et que j'étais prête à me battre. Maître Dubois m'avait conseillé de choisir le moment et le lieu, pas chez nous, dans un endroit neutre. J'ai accepté le rendez-vous avec le médiateur, mais j'ai appelé Maître Dubois et lui ai dit que j'étais prête pour la confrontation. Il m'a dit d'apporter tous les documents que j'avais rassemblés. J'ai mis dans une mallette les relevés de compte, les emails compromettants, le rapport préliminaire de Monsieur Martin, une boule de stress et de détermination au ventre. J'étais prête à affronter l'homme que j'avais aimé et qui s'était révélé être un prédateur. L'héritage avait été le catalyseur, mais sa nature profonde était celle d'un opportuniste, sans ses scrupules. Il voulait divorcer de moi à cause de l'héritage. Il allait découvrir que je ne serais pas une proie facile. Nous sommes arrivés séparément
au cabinet du médiateur. Une pièce neutre, sans âme, propice aux discussions difficiles, du moins en théorie. Marc semblait détendu, presque souriant, comme s'il allait conclure une affaire. Il m'a regardée avec une sorte de pitié condescendante. « Alors, prête à parler raison, Sophie ?» J'ai ignoré son ton. Le médiateur, une femme d'une 50aine d'années à l'air bienveillant, nous a invités à nous asseoir. Elle a commencé par expliquer le processus de médiation, l'importance de la communication, du respect mutuel. Marc l'écoutait d'un air impatient. Je sentais la tension monter en moi. J'avais décidé de ne pas passer par les circonvolutions de la médiation si Marc n'était pas prêt à entendre la vérité. « Madame, monsieur, » a dit la médiatrice, « quel est le principal point de divergence qui vous amène ici aujourd'hui ?» Marc s'est penché en avant. « C'est simple. Mon épouse a récemment hérité d'une somme considérable. Nous avons des visions différentes sur la manière de gérer cette fortune. Et je pense que la meilleure solution, la plus saine pour nous deux, est de divorcer et de partager équitablement ce patrimoine. » Il a dit cela comme s'il parlait du temps qu'il faisait. La médiatrice s'est tournée vers moi. « Madame Moreau ?» J'ai pris une profonde inspiration. Mon regard était fixé sur Marc. « Le principal point de divergence, Madame la médiatrice, n'est pas la gestion de l'héritage. C'est la trahison, c'est la cupidité. C'est le fait que mon mari veuille divorcer de moi, non pas parce que notre mariage est fini, mais uniquement pour obtenir une part de l'argent que j'ai hérité. » Marc a ricané. « Ne sois pas dramatique, Sophie. C'est une question pratique. » « Non, Marc, c'est une question morale. Et je ne suis pas venue ici pour négocier avec toi. Je suis venue te montrer que je sais ce qui se passe. » J'ai ouvert ma mallette et en ai sorti les documents. J'ai étalé sur la table les relevés de compte avec les découverts et les prêts. « Explique-moi ça, Marc. Pourquoi as-tu caché ces dettes? Pourquoi étais-tu criblé de dettes avant même l'arrivée de l'héritage? » Son sourire a vacillé. « Ce ne sont que des affaires. Rien de grave. Rien de grave. Tu es au bord de la faillite. Et qu'en est-il de ça? » J'ai posé les emails échangés avec M. Bernard. Tu savais pourtant ta nièce. Tu savais qu'elle était malade, qu'elle n'avait pas d'autres héritiers proches. Tu savais qu'il y avait une chance que j'hérite. Son visage est devenu livide. Il a jeté un regard furieux sur la médiatrice, qui observait la scène avec une discrétion professionnelle, mais dont le regard trahissait une certaine surprise. « Sophie, ce n'est pas le lieu. On devrait discuter de ça en privé. » « Non, Marc, le temps des secrets est terminé, et ce n'est pas tout. J'ai sorti le rapport de M. Martin, pas le rapport complet, juste quelques pages clés soulignant les liens avec ses créanciers et la mention de l'autre personne, sa future associée, complice. Tu as menti sur tes finances, tu as planifié tout ça, et tu as même envisagé de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre, avec l'argent que tu espérais me voler. » Marc a bondi de sa chaise. « Voler? Je ne vole rien du tout. J'ai droit à une part. C'est mon mariage. C'est ma vie que j'ai passée avec toi. » Sa voix montait en décibels. « Ta vie que tu as passée à planifier comment profiter de la mienne, semble-t-il. » Ai-je rétorqué, ma propre voix ferme, dépourvue de larmes. La douleur était toujours là, mais la colère et la détermination prenaient le dessus. « Tu ne veux pas divorcer parce que notre mariage est fini. Tu veux divorcer parce que c'est la seule façon pour toi d'accéder rapidement à une partie de cet argent et de régler tes problèmes. » La médiatrice a tenté d'intervenir. « Monsieur, je vous prie de vous calmer. Madame, peut-être devrions-nous... » « Il n'y a rien à négocier, madame, » ai-je dit en me levant.
Mon mari m'a montré sa vraie nature. Il veut divorcer de moi à cause de l'héritage, dans un calcul froid et cynique. Je ne vais pas me laisser dépouiller. J'ai un avocat, Maître Dubois, un notaire qui connaît la situation. Et j'ai toutes les preuves de sa malhonnêteté. Je me suis tournée vers Marc, qui me regardait avec une haine féroce. Le divorce, tu l'auras, Marc, mais pas selon tes conditions, et pas avec l'argent que tu espères. Tes dettes, ce sont les tiennes. Tes plans foireux, c'est ton problème. Tu ne me dépouilleras pas. J'ai ramassé mes affaires et suis sortie de la pièce, laissant Marc stupéfait et furieux face à la médiatrice. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais paradoxalement plus forte que jamais. J'avais affronté le monstre qu'il était devenu et je n'avais pas craqué. La suite a été une bataille juridique éprouvante. Marc a engagé un avocat agressif qui a tenté de discréditer mes preuves, de remettre en question la source de l'héritage, d'insinuer que j'étais manipulée ou instable. Mais Maître Dubois était solide. Il a présenté les preuves des dettes de Marc, son comportement avant et après l'annonce de l'héritage, le caractère planifié de sa démarche. Il a souligné que l'héritage était un bien propre et que les demandes de Marc étaient basées sur un motif de cupidité flagrante et non sur un besoin ou une contribution légitime à l'acquisition du patrimoine. La réputation de Marc en a pris un coup. Certains de ses créanciers, informés par l'enquête discrète de Maître Dubois et de M. Martin, ont commencé à le presser. Ses associés se sont retirés en apprenant l'échec de son plan d'accès à l'héritage. L'autre femme a disparu. Marc s'est retrouvé seul, acculé. Lors des audiences, j'ai dû faire face à son regard plein de ressentiment et de colère. C'était difficile, mais je tenais bon, soutenue par Maître Dubois et par la conviction que je me battais pour ce qui était juste. Je ne me battais pas seulement pour l'argent, je me battais pour ma dignité, pour ne pas laisser un homme que j'avais aimé me réduire à un simple portefeuille sur pattes. Le jugement final a été une victoire. Le juge a reconnu le caractère propre de mon héritage et a sévèrement limité les prétentions de Marc, compte tenu de la courte durée du mariage par rapport à l'immensité de la fortune héritée, de l'absence de contribution significative de Marc à l'acquisition de ce patrimoine, hérité de ma famille, et surtout de la preuve de sa démarche intéressée et planifiée de demander le divorce dans le but d'accéder à cet argent. Ces demandes ont été jugées abusives. Il a obtenu une fraction minimale de ce qu'il espérait, juste assez pour couvrir ses dettes les plus urgentes, mais sans la fortune qu'il convoitait. Le juge a même émis des commentaires sévères sur son comportement. Le divorce a été prononcé. La page était tournée. J'étais épuisée, mais libre de Marc, libre de ses mensonges, libre de sa cupidité. L'héritage, qui avait été la cause de tant de souffrances, était désormais à moi seule, une lourde responsabilité, mais aussi une immense opportunité. Les premiers mois après le divorce ont été consacrés à reconstruire ma vie. J'ai déménagé dans un plus petit appartement, loin de la maison où tant de mauvais souvenirs étaient ancrés. J'ai confié la gestion de mon patrimoine à des professionnels de confiance, ceux que Maître Dubois m'avait recommandés, en insistant pour avoir le dernier mot sur les décisions importantes. J'ai mis en place des fondations, soutenu les causes qui me tenaient à cœur. J'ai voyagé un peu, seule d'abord, pour retrouver mon souffle et ma perspective. L'argent ne faisait pas le bonheur, c'était une certitude. Il avait failli détruire ma vie, mais une fois l'épreuve passée, il me donnait la liberté de choisir comment vivre, de qui m'entourer, de ne jamais plus avoir à dépendre de quelqu'un qui me verrait comme un moyen et non comme une fin. J'ai appris à me méfier, certes,
L'expérience avec Marc avait laissé des cicatrices. Mais j'ai aussi appris ma propre force. J'avais affronté une trahison profonde et je m'en étais sortie, debout, ma dignité intacte. Marc a disparu de ma vie. J'ai entendu dire qu'il s'était enfoncé davantage dans les difficultés financières, incapable de rebondir après l'échec de son grand plan. Une fin triste, mais qu'il avait lui-même orchestrée. L'héritage de tante Agnès a continué à vivre, géré avec soin et utilisé pour faire le bien autour de moi. Il n'était plus le poison qui avait failli détruire mon mariage, mais la source d'une nouvelle vie, riche non seulement en biens matériels, mais surtout en sens et en indépendance.